Bonjour à tous, musique et industrie, deux programmes que je vous propose d'aborder aujourd'hui en découvrant l'œuvre d'un architecte qui a marqué profondément la ville de Montreuil. Bienvenue dans le 14e épisode du nouveau programme. C'est donc à Montreuil, deuxième ville la plus peuplée de Seine-Saint-Denis et l'un des derniers bastions de la ceinture rouge, que je vous emmène aujourd'hui. Derrière moi, permettez-moi de vous présenter l'École nationale de musique et de danse, un petit bijou d'architecture situé en plein cœur de la Croix de Chavaux et plus connu sous le nom de Conservatoire de Montreuil. Limitrophe de Paris à l'est, Montreuil se situe tout au sud du département de Seine-Saint-Denis, à l'interface avec celui du Val-de-Marne. Elle est desservie par les lignes 9 et 11 du métro, le périph', l'A86 et l'autoroute A3, qui la séparent du reste des communes d'Est-Ensemble, dont elle est la plus peuplée et la plus étendue. Elle possède un centre-ville à deux têtes, polarisé autour de la mairie d'une part et du carrefour commerçant de la Croix de Chavaux d'autre part. Mais dans les années 50, ces quartiers centraux voient prédominer un habitat vétuste et dégradé, alors même que la demande de logement explose. Les défis d'une rénovation urbaine d'ampleur que la municipalité communiste d'André Grégoire va chercher à résoudre de manière innovante dès son élection en 1958. Car il faut savoir qu'à cette époque, les villes ne possédaient pas de compétences en matière d'urbanisme et c'était le préfet et non les maires qui signaient les permis de construire. Désireuse de prendre en main son destin urbanistique, Montreuil va devenir la première ville de la région parisienne à se doter d'un bureau du plan, et ce, grâce au travail de l'architecte Claude Le Goas. Né à Paris le 27 mai 1928, Claude Le Goas est un architecte majeur de l'histoire de la ville de Montreuil. Fervent communiste depuis le plus jeune âge, il débute en 1946 des études à l'école spéciale d'architecture, l'ESA, où il fait la rencontre de Serge Lana, dont il deviendra un ami profond et avec qui il mènera une grande partie de sa carrière. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme en 1952 et un passage à l'Institut d'urbanisme de Paris jusqu'en 1954, c'est avec Serge Lana qu'il fonde son agence d'architecture, en association avec Marius Depont, un autre camarade de l'ESA. Tous partagent une conception du rôle de l'architecte au service des collectivités locales et l'objectif de les aider à l'élaboration d'une politique urbaine. Ainsi, en 1958, après avoir réalisé une étude expérimentale pour la ville de Montreuil sur le thème « Construire la ville sur la ville », Le Goas est sollicité pour prendre la tête de son tout nouveau bureau du plan, un rôle d'urbaniste en chef qu'il gardera jusqu'en 1990. Durant plus de 30 ans de carrière, l'architecte participera ainsi à façonner le visage de la ville à travers une quarantaine de projets, parmi lesquels Rond-Point 93, le premier centre d'affaires de l'Est parisien, le complexe de Lanoux à cheval sur Bagnolet, ou encore le siège de la CGT à la porte de Montreuil, en association notamment avec Serge Lana. À une époque où les grands projets se faisaient davantage à la périphérie des villes, l'une des premières missions de Claude Le Goas sera la reconquête du centre-ville, avec notamment la rénovation du quartier de la Croix de Chavaux. Situé à environ 2 km de la porte de Montreuil, à la croisée des chemins de Rosny, Vincennes, Paris et Bagnolet, la Croix de Chavaux est pour Montreuil le centre traditionnel des échanges commerciaux. S'y trouvait au moins jusqu'au XVIIIe siècle une croix de carrefour et un relais où l'on changeait les chevaux des diligences, dont le nom de Chavaux est peut-être un dérivé. Mais dans les années 60, ce centre commerçant, essentiel à la vitalité de Montreuil, était devenu inadapté, les magasins débordant même sur la rue et le trottoir par manque de place. En 1963, la création d'un organisme dédié, la CEMIMO, permet à la ville de se lancer sans tarder dans la rénovation de la Croix de Chavaux, un projet qui sera entièrement piloté par Claude Le Goas. Permettant la desserte du carrefour depuis la nouvelle autoroute A3, la rue Alexis Pénon sera dans un premier temps élargie pour devenir l'actuelle avenue de la Résistance. Le long de ce nouvel axe principal, la rénovation de la Croix de Chavaux va ensuite se développer sur deux sites. Au nord de la rue Parmentier d'abord, en plus de réhabiliter un groupe d'habitation des années 30, Claude Le Goas construira à partir de 1963 448 logements répartis dans 7 bâtiments, incluant également commerces et chaufferies de quartier. Il y développe le concept de mur vivant en faisant mouler des œuvres de Maxime Darnaud dans les bétons des façades,
caractéristique que l'on retrouve également sur les immeubles de la partie sud, construits à partir de 1967. Ici, l'ambition était de mettre en œuvre une grande mixité fonctionnelle, de manière à maintenir au mieux la vitalité urbaine du quartier. Ainsi, en plus des deux immeubles réunissant 285 logements, cet ensemble sur dalles accueille également un bâtiment de bureaux, un supermarché sur 2 niveaux, en plus d'un centre commercial organisé autour d'un patio et relié directement au métro. Créée en 1966, l'école de musique de Montreuil ne dispose alors pas de locaux propres et doit dispenser ses cours au sein d'une école primaire. Son directeur Léon Nerville et les services municipaux vont alors avoir l'idée de profiter de la rénovation de la Croix de Chavaux pour construire un bâtiment propre au conservatoire. Inauguré le 2 octobre 1976 à l'occasion du 10e anniversaire de la structure, ce qui est alors l'École nationale de musique, de danse et d'art dramatique prend place en plein cœur du complexe de la Croix de Chavaux dont il forme le point d'orgue. Il fait face à une place publique entièrement piétonne et surplombant la dalle, pièce urbaine dont il est un des établissements de vie et de décor. Bien qu'elle soit accessible depuis de nombreux points, cette place reste quelque peu cachée, situation qui rend le bâtiment de Logoas difficile à repérer depuis la rue. Réalisé en collaboration avec Robert Bezou, le conservatoire qui se déploie sur une hauteur de 19 mètres se compose de 2 parties. À l'arrière, un volume fermé se limitant au R+1 offre une terrasse accessible sur laquelle est peinte une fresque évoquant un oiseau. À l'avant, reposant sur une fine structure métallique, 14 capsules de taille variable et orientées dans 2 directions s'élèvent sur 3 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Contenant les salles de cours, ces capsules sont reliées par l'arrière à un volume presque entièrement vitré et surplombent un socle dentelé en béton et en verre, lui-même surélevé, l'accès au bâtiment se faisant en hauteur par un escalier. Mais l'intérieur du bâtiment que vous allez découvrir ne correspond plus tout à fait à celui d'origine, car il vient d'être rénové par Laurence Leroy et les architectes de l'agence Acto, qui en ont remanié les espaces intérieurs. Le hall d'entrée est ainsi désormais séparé de l'extérieur par un sas et habillé d'une borne d'accueil en bois. Rebaptisé du nom de la danseuse allemande Pina Bausch, le conservatoire est dorénavant également accessible aux personnes à mobilité réduite pour lesquelles a été ménagée une rampe. Le hall, pour y revenir, offre un accès direct à une salle de spectacle d'environ 220 places qui permet d'accueillir concerts et représentations. Elle surplombe d'un côté une grande salle de cours aménagée en place d'anciens bureaux, de l'autre une salle de danse située en sous-sol, niveau où se trouvent divers espaces dont la disposition a également été revue. À partir du rez-de-chaussée, un escalier enclos dans une coque de béton arrondie distribue ensuite successivement un demi-niveau comprenant de petites salles annexes et un niveau de salle de cours. Prenant place, nous l'avons vu, dans les coques visibles en façade, ces salles ouvraient à l'origine sur des foyers, espaces entièrement libres, désormais mis à profit pour l'accueil de salles supplémentaires. L'accès aux coques se fait enfin au travers d'une paroi vitrée entourant les foyers et qui les sépare du dehors. Car les salles de cours se trouvent littéralement à l'extérieur du bâtiment, les capsules ne le touchant en aucun point. Une solution dont l'objectif était d'atteindre la meilleure isolation phonique possible. L'architecte conçoit en effet les salles de cours comme des éléments indépendants les uns des autres et désolidarisés du reste du bâtiment. Il concrétise ainsi l'image du casier à bouteilles de Le Corbusier, voulant faire de l'architecture un assemblage d'éléments autonomes montés sur une structure porteuse. Un système qui permet d'isoler parfaitement les salles de cours entre elles et d'enseigner par exemple la clarinette dans l'une, le violon dans l'autre, sans se déranger mutuellement. Ces coques reposent ainsi entièrement sur la structure visible à l'extérieur, avec laquelle elles n'entrent en contact que par 6 points d'appui et dont elles sont isolées phoniquement grâce à des plots élastiques. Elles ne sont enfin reliées au reste du bâtiment que par une porte, menant d'abord à un sas qui les isole également des espaces intérieurs. Une disposition qui permet de répondre aux impératifs acoustiques, mais également aux questions de sécurité incendie, en mettant à distance les salles les unes des autres. Une problématique qu'il fallait également prendre en compte pour l'ossature métallique qui les supporte
et qui a été résolu grâce à une technique rarissime, la structure irriguée. La technique de la structure irriguée consiste à remplir la structure d'eau de manière à maintenir la température du métal dans les limites de sécurité en cas d'incendie. En circulant, cette eau évacue la chaleur vers le reste du bâtiment, limitant ainsi l'échauffement de la structure et lui offrant une durée de résistance au feu pratiquement illimitée. Car la structure légère souhaitée par les architectes aurait atteint sa température de ruine beaucoup trop vite en cas d'incendie. Plutôt que de la remplacer par une imposante ossature en béton armé ou de la recouvrir d'un disgracieux matériau coupe-feu, le choix de la structure irriguée a permis de mettre en œuvre une ossature d'une grande finesse, laissée apparente en tout point du bâtiment. La structure du conservatoire est ainsi remplie de 27 mètres cubes d'eau, traitée contre le gel et la corrosion, circulant au sein de 17 poteaux creux à section tubulaire et de traverses formés par 2 U soudés ensemble. Et il a même fallu réaliser des radios dessoudures pour s'assurer de leur parfaite étanchéité. Après tout, ce n'était que la 3e fois que l'on appliquait ce principe en France. Et une fois que la structure avait été érigée, encore fallait-il trouver une stratégie pour y monter les capsules qui devaient à l'origine être entièrement préfabriquées. Pour réduire le temps et le coût de mise en œuvre, l'idée était en effet de préfabriquer les coques en un seul bloc et de les faire livrer par hélicoptère directement sur le chantier. Mais les immeubles d'habitation et la dalle ayant déjà été construits, l'accès au site se révéla trop compliqué et celles-ci ont finalement dû être livrées par pièces détachées. Fabriquées sur des berceaux analogues à ceux des chantiers navals, avec une tôle d'acier cintrée de 3 mm d'épaisseur, les coques ont ensuite été doublées à l'intérieur par une couche de laine de roche. Cet isolant est recouvert de lames de bois en 6 pots qui évitent la réverbération des sons produits à l'intérieur et qui, allié à un parquet en chêne, donne une ambiance chaleureuse aux salles de cours. D'une longueur variant de 8 à 10 mètres pour une surface de 20 à 28 mètres carrés, celle-ci se projette visuellement vers l'extérieur au travers d'un vitrage sans ouvrant et simplement découpé d'un garde-corps. Prenant le nom de célèbres compositeurs, les salles de cours s'apparentent ici pour finir à des boîtes à musique, le bâtiment dans son ensemble pouvant être lu comme une simple expression du principe de la forme qui suit la fonction. D'un point de vue acoustique, c'est quand même très chouette ici parce que le fait qu'on soit isolé dans cette capsule fait qu'on n'entend pas nos collègues. Je m'appelle Anne de Rex, j'enseigne le violon alto. Voilà, ça fait 6 ans que j'enseigne au conservatoire et on a repris possession des locaux en septembre cette année, donc on est vraiment très heureux. Mais j'étais également élève ici, donc je connais le bâtiment depuis les années 2000. Le voir évoluer, c'est vraiment chouette. Donc moi je suis Marc Kurzmann, je suis clarinettiste de formation et je dirige ce conservatoire depuis 3 ans. Alors il y a 1200 élèves, des grandes sections de maternelle jusqu'au cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Après il y a 75 enseignants, plus 15 personnes à l'administration. Et les concerts, on a une 50aine de concerts par an. Alors là c'est la salle Debussy au premier étage que je partage avec mon collègue corniste. Parfois c'est difficile d'avoir sa propre salle, mais c'est vrai que c'est plus pratique parce que dans mon placard je peux mettre toutes mes partitions pour mes élèves. Alors l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont complètement isolées et elles sont toutes en bois. Donc elles ont une sonorité particulière et les professeurs y sont très attachés et aiment énormément travailler dans ces coques. En plus, on a été 4 ans dans un bâtiment qui n'était pas fait pour la musique. Le temps des travaux du bâtiment, j'avais le cours de clarinette de mon collègue dans les oreilles et donc là, le fait qu'on soit vraiment dans notre bulle, c'est très appréciable. Même si j'aime beaucoup la clarinette et la trompette, évidemment. Les inconvénients, c'est qu'on a un peu de mal pour l'instant à les chauffer. Ça va s'arranger. Et puis il y a des grandes baies vitrées, donc des fois il y a le soleil qui rentre de façon très importante et les instruments souffrent un peu. Puis après, le deuxième inconvénient qu'on peut avoir, au-delà des pigeons, c'est qu'il est un peu enclavé. Donc quand on a beaucoup de matériel à amener, on n'a pas la possibilité d'amener un véhicule jusqu'à l'entrée du conservatoire. Comme c'est un bâtiment historique, on n'a pas pu pousser les murs. Ils ont dû remodeler en essayant de mettre des salles supplémentaires, notamment la salle Stravinsky qui est dans le mi-sous-sol, qui est une énorme salle de pratique collective. Voilà, c'était quand même très futuriste. Et nous, on est très heureux d'y travailler et on découvre tous les jours les bienfaits de cette architecture.
Salué à l'époque de sa construction comme l'un des plus beaux ouvrages métalliques au niveau français et européen, l'École nationale de musique et de danse témoigne de la volonté tenace de la ville de Montreuil de réaliser un équipement culturel de haut niveau. Un bâtiment tout à fait unique, parmi les meilleurs exemples de l'œuvre de Claude Le Goas sur la ville de Montreuil. Mais avant d'achever cet épisode, j'aimerais vous proposer de découvrir rapidement un autre bâtiment tout aussi original et réalisé par le même architecte, Mosinor, un équipement quasi unique en France, tentative singulière de repenser l'urbanisme et l'industrie aux portes de Paris. Car si Montreuil est une ville industrielle depuis le début du 19e siècle, elle doit faire face dans les années 1960 à la raréfaction des terrains disponibles et à la désindustrialisation du bas Montreuil où s'étaient implantées ses premières usines. L'idée était avec Mosinor de proposer des locaux d'activité abordables et proches de Paris en diminuant le poids de la charge foncière par la création d'une zone industrielle verticale. Celle-ci devait à l'origine s'étendre sur près de 800 mètres sur un terrain desservi par la B86, bretelle de l'autoroute A3 et atout majeur de ce qui devait être pour Montreuil la zone industrielle nord, d'où son nom Mosinor. Conçu à partir de 1963 avec Gilbert Paul Bertrand, ce complexe devait permettre d'accueillir jusqu'à 10 000 travailleurs, soit les 2/3 des emplois de la ville. Finalement, seul Mosinor 1, la première tranche de ce méga-projet, a fini par sortir de terre, offrant tout de même 43 000 m² de plancher industriel. Construit entre 1971 et 1975, Mosinor se compose ainsi d'une quarantaine de lots, desservis par une double rampe à sens unique qui permet aux camions de 30 tonnes d'y accéder facilement et sans se croiser. Disposant chacun de quais de déchargement individuels, ces locaux offrent plutôt qu'une simple surface, un volume aménageable, leur hauteur de 6,30 m permettant l'installation de mezzanines. Ces espaces sont éclairés soit par des sheds, soit par les façades, constitués de panneaux préfabriqués en béton armé. Tramés à 1,75 m, ces panneaux sculptent la façade et sont surplombés de modules crénelés, garde-corps d'une gigantesque toiture-terrasse, offrant plus de 7000 m² d'espace vert entièrement accessible. Ceux-ci sont ponctués de cheminées et d'éléments techniques en acier corten, conçus comme des sculptures, ainsi que d'un ancien restaurant d'entreprise au plan circulaire, où avaient d'ailleurs été organisées les premières rave parties de France dans les années 90. Offrant une réponse originale au maintien de l'activité industrielle proche des centres-villes et labellisé architecture contemporaine remarquable en 2016, Mosinor voit aujourd'hui son contexte changer radicalement avec la transformation de la B86 en boulevard urbain. Le début d'une nouvelle ère pour Montreuil que Le Goas avait même anticipé, proposant dès le début des années 2000 d'en ouvrir le rez-de-chaussée et de le surplomber d'un hôtel qui aurait profité de la vue panoramique sur l'est de la métropole. Des idées qui resteront malheureusement sur le papier, l'architecte perdant la vie le 20 décembre 2007 à l'âge de 80 ans. Il aura participé à façonner le visage de Montreuil pendant des décennies, marquant la ville de son empreinte, à laquelle il lèguera 2 bâtiments sans aucun équivalent, Mosinor et le Conservatoire. Et vous alors, connaissez-vous d'autres bâtiments réalisés par Le Goas à Montreuil? Dites-le nous dans les commentaires. Car c'est ainsi que s'achève ce 14e épisode du nouveau programme. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous, c'est très important pour nous. Si vous le pouvez bien sûr, soutenez-nous sur Tipeee ou Helloasso, en l'échange de quoi on continue de vous offrir les stickers dessinés par Mina Malin. Quant à moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode du nouveau programme.